fait, il faut se rendre compte qu'on met à disposition du client quelque chose de moche et pourri. Il y a beaucoup de gens qui se disent « Moi, je veux pas lever des fonds, je veux garder une grande partie de ma boîte. » Donc j'aurais dit c'est la valo que je vous ai donnée ou rien. Donc j'avais refusé 600 000 euros de ces business angels qui étaient le jury de qui va être mon associé sur M6. Bonjour Youssef. Bonjour Ali. Bonjour les amis. Bienvenue dans ce nouveau podcast dans la chaîne Grow Up. Dans le premier podcast, le podcast dernier, on a parlé un petit peu de Youssef quand il a lancé sa startup Missing Class en France. Et du coup, dans ce podcast, l'intérêt, c'est de vous expliquer et de passer par les étapes de comment créer une startup de A à Z. Donc, on va discuter de ça. On va essayer de traiter toutes les étapes. Avec plaisir. Voilà, brièvement, un petit peu comme ça. Et on vous laissera le choix dans les commentaires pour nous dire qu'est-ce que vous aimeriez qu'on traite de façon plus profonde parmi les étapes suivantes. Donc, on va essayer de se focaliser sur tout le chemin de A à Z. Et après, si vous voulez, on peut discuter en profondeur de chaque étape. Ok, donc commençons. On sait tous que la première étape pour créer un business, c'est l'idée. Donc, comment trouver une idée, une bonne idée pour démarrer sa startup? Alors, ce qui est beau dans l'entrepreneuriat, c'est qu'il n'y a pas forcément de bonnes idées et de mauvaises idées. Il y a des idées qui fonctionnent, qui ont un marché en face, et il y a des idées qui ne fonctionnent pas. Donc, il y a des idées très sexy et qui finalement ne donnent aucun résultat. Je me rappelle quand j'étais dans la filière entrepreneur à l'école centrale, j'avais demandé au prof d'entrepreneuriat si on pouvait... je lui ai donné une idée, je lui ai dit « Est-ce que c'est une bonne idée ?» Et il m'a dit « J'ai arrêté de dire si c'est des bonnes idées ou pas, parce qu'une fois, j'ai dit à quelqu'un que c'était une super idée et il s'est complètement raté. Et une autre fois, j'ai dit à un autre entrepreneur que c'était une très mauvaise idée et il est devenu millionnaire et il a fait une super grande start-up. » Donc, en fait, il n'y a pas de règle. La seule règle qu'il y a, c'est le marché, c'est de tester l'idée et du coup, de la confronter au marché. Si les gens achètent, c'est une bonne idée. Si les gens n'achètent pas, c'est une mauvaise idée. Ok, et ça veut dire qu'une fois qu'on a l'idée, on doit se lancer directement? Ou bien, quand même, on devrait se... Alors, pas forcément s'assurer que l'idée marchera, mais quand même voir si c'est une idée market fit. Genre, quelle est l'étape? Enfin, forcément, il y a une étape avant de lancer son idée. Que faire après avoir eu l'idée? C'est intéressant ce que tu as dit, tu as parlé de market fit, mais c'est plutôt du product market fit et pas de l'idée market fit. C'est-à-dire que quand tu as une idée, dis-toi que en fait, il y a au moins 1000 personnes dans le monde qui l'ont eu. Évidemment, on est 8 milliards, donc il y a plein de gens qui peuvent penser à ton idée. Surtout si c'est un vrai besoin. C'est pas un bon besoin et que tu l'as tout seul, c'est une mauvaise nouvelle. Donc si 1000 personnes ont cette idée-là, il y a peut-être 100 qui vont la creuser, y réfléchir, en discuter avec leurs copains. Il y a peut-être 10 qui vont vraiment écrire un plan pour développer cette idée, pour voir comment ils peuvent y arriver. Il y en a peut-être 5 qui vont la tester, il y en a 2 qui vont aller jusqu'au bout et 1 qui va réussir. Donc, en fait, il faut toujours se dire que l'idée ne vaut rien. Il y a une personne sur 1000, sur les personnes qui ont eu cette idée-là, qui vont réussir. Donc, l'idée, ça vaut rien. Ce qui vaut, c'est vraiment le projet, le produit. Donc, une fois qu'on a un produit, il faut le faire très vite pour le confronter au marché. Donc, c'est pour ça qu'on parle de MVP, de Minimum Viable Products, quelque chose qu'on peut rapidement mettre devant le client. Donc, si le client n'achète pas le produit parce qu'il n'est pas bon, en fait, il doit être quand même capable de le précommander, par exemple, de payer à l'avance aujourd'hui pour recevoir le produit un peu plus tard, de payer avec une grosse réduction. Donc, il faut rapidement montrer à quoi ressemble le produit au client et essayer de lui vendre. Ok, donc ce que tu veux dire ici, c'est après avoir eu l'idée, c'est de vraiment essayer de la lancer le plus rapidement possible. C'est ça. C'est de passer de l'idée rapidement à un produit très simple. Et si le produit très simple ne se vend pas, ça ne sert à rien de l'optimiser. C'est-à-dire qu'il faut que l'objet moche, qui n'est pas très bon, il répond tellement à un besoin qu'il y ait quelqu'un quand même qui est capable de l'acheter même dans cet état-là. S'il n'y a pas de quelqu'un qui est capable de l'acheter dans cet état-là, c'est mauvais signe. Ça veut dire que tu améliores quelque chose, mais tu n'es pas sûr que quelqu'un l'achèterait. Alors que si tu montres cet objet, je ne sais pas, dans une pub Facebook à 10 000 personnes et qu'il y a déjà 2 personnes qui l'ont acheté, même si c'est moche, bah là, on peut se dire, tiens, c'est peut-être un bon produit. On va essayer de l'améliorer, etc. Donc, il faut d'abord tester le produit avant d'y passer 6 mois. Il ne faut pas rentrer dans ce qu'on appelle un tunnel de production.
Il y a beaucoup, c'est vraiment l'erreur classique que font 90% des start-upers. Et aujourd'hui, les gens qui vont nous regarder, ils vont voir ça, ils vont quand même faire cette erreur-là parce que tout le monde l'a fait. On est obligé de passer par cette erreur. C'est de produire pendant 6 mois, 1 an, de rentrer dans un truc. À chaque fois, on se dit, il faut le perfectionner un peu plus pour le vendre un peu mieux, etc. Et on rentre là-dedans et on n'arrive pas à en sortir. Et quand on en sort, on a passé 1 an et on se rend compte que le projet fonctionne pas. Alors que si on l'avait lancé en 1 mois, 2 mois, on aurait déjà eu des retours clients, on aurait déjà eu des idées de pivot, s'il fallait faire un pivot. Et c'est très difficile de changer son bébé après qu'on ait pris le temps de le faire grandir. Absolument. Alors qu'avant le mariage, disons, avec le produit, on peut vraiment le changer très facilement et vraiment écouter le client mieux pour avoir un produit qui convient au marché. Intéressant. Et il y avait un prof d'entrepreneuriat qui nous avait donné un exemple très sympa, très bête, mais en fait, il nous dit, tu veux vendre un cube. Imaginons, tu veux vendre un cube. Donc, tu vas voir ton prospect et tu lui dis, je vais te faire un cube. Il te va dire, ouais, je vais l'acheter, super. Tu passes 6 mois à façonner ton cube et tu lui emmènes. Il te dit, tu lui dis, achète ce cube. Il te dit, j'aurais aimé l'acheter, mais il est rose. Moi, j'aimerais bien que le cube il soit bleu. Là, tu repars 6 mois à repeindre ton cube et tu reviens. Tu dis, c'est bon, il est bleu, achète-le. Et là, il va te dire, mais ton cube, il fait 1 mètre cube. Moi, je veux juste un petit cube que je mets dans ma poche d'1 centimètre cube. Donc, en fait, et à chaque fois, tu vas vivre des choses comme ça, alors que tu aurais pu, au début, essayer de vendre ton cube. Tu peux venir avec un dessin et dire, voilà, je vais te fabriquer ce cube-là, qui est rose, qui a ça. Est-ce que tu achètes? En plus, si tu l'achètes tout de suite, tu auras 90% de réduction. Je te livre dans 3 mois. Et tu paierais que 10% du prix. Et en plus, si tu n'es pas satisfait, je te rembourse. Est-ce que tu es capable de payer les 10%? Et là, il va un peu réfléchir, il va te dire, je l'aurais peut-être acheté s'il était petit et qu'il était bleu, tu vois. Donc il va vraiment te donner les projets, les vrais sujets. Voire, il peut te dire, je l'achèterai pas parce qu'il est trop cher. Même à 10%, c'est pas cher, c'est trop cher. Donc là, tu vas avoir les vrais problèmes du client quand il va devoir sortir sa carte bancaire ou son porte-monnaie. Donc, alors que si tu sors pas sa carte bancaire, tout le monde va être sympa, il va te dire, ton idée, elle est sympa, elle est géniale, waouh, bravo. En fait, tu as très peu d'amis qui osent te dire la réalité à la vérité. C'est vrai. Et quand tu trouves un ami comme ça qui est capable de critiquer ton projet, de vraiment te donner du vrai insight, il faut le prendre et le garder, cet ami, parce que c'est rare. C'est des amis qui prennent le risque de te froisser. Un entrepreneur doit aller chercher ces amis-là. Intéressant, ok. Mais dis-moi, personnellement, comment tu as fait pour tester l'idée de la startup Meeting Class quand tu l'as lancée? C'était quoi ton MVP, disons? Alors, déjà, quand on veut lancer une idée, généralement, ça vient de quelque chose de vécu, ça vient d'un besoin qu'on a vu quelque part. On voit quelqu'un vouloir faire quelque chose et pas trouver de solution. Donc moi, j'ai vu une maman chercher des cours et pas trouver de solution à son budget. Mais elle voulait pas n'importe quel cours, elle voulait un bon prof. Donc la solution qui était apparue, c'était de partager le prix du cours. Donc le besoin, il est venu d'une maman. Et ensuite, j'ai un peu discuté avec plein d'autres mamans et j'ai vu que c'était une idée qui pouvait être très intéressante. Il y avait des mamans et des papas, évidemment, qui voulaient bien que leur enfant soit avec un bon prof, quitte à ce qu'il soit à 2 ou à 3 ou à 4. Ça les dérangeait pas d'être en petit groupe tant que le prof est bon. Okay. Donc c'est un peu l'idée des cours en petit groupe, en mini-groupe qu'on a créé chez Meeting Class. Après, pour le tester, le MVP, c'était quoi? C'était juste de proposer ça sur Le Bon Coin. Donc je suis allé sur Le Bon Coin et j'ai mis une petite annonce avec 15 € l'heure et j'expliquais tout en bas que c'était 4 élèves dans le cours. Donc j'avais plein d'appels. Donc pour moi, le MVP était validé par la masse d'appels. Les gens, ils me disaient, je comprends pas pourquoi tu es à 15 € alors que tu as un bon profil. Normalement, ton profil, il est plus cher que ça. Donc moi, je leur expliquais qu'il y avait 4 élèves. Vous n'avez pas juste lu jusqu'au bout. Et j'avais des gens intéressés. J'avais un premier élève, un deuxième élève, un troisième élève. À un moment, j'avais une 40aine d'élèves juste avec des annonces sur Le Bon Coin. Et c'est là où je me suis dit, il y a un vrai besoin. Le MVP, pour moi, il est validé. On peut passer sur une plateforme. On peut en parler avec d'autres profs. Donc, j'ai commencé à en parler avec d'autres profs. Alors que là, il n'y avait pas encore de site. C'était vraiment que des cours qui étaient organisés à la main. C'était des appels téléphoniques. C'était les parents qui venaient. Un élève, à la fin du cours, il me disait, je te paye tout de suite. Un, il me disait, je te paye à la fin du mois. L'autre, il me dit, je te paye jamais. Il oublie de me payer, il me paye pas. Et en fait, je vois les problèmes. Je me dis, tiens, s'il y a une plateforme, la première chose qu'il faut faire sur cette plateforme, c'est le paiement. Parce que c'est compliqué d'avoir un carnet avec lui, il a payé, lui, il a pas payé. C'est plus difficile qu'un cours particulier. Le MVP t'aide à identifier les plus gros problèmes que tu vas rencontrer, avec cette petite quantité de clients, tu résous des problèmes que tu vas rencontrer avec une clientèle beaucoup plus large. Exactement. Et il faut avoir suffisamment d'humilité pour se dire que je me trompe sûrement. En fait, quand on imagine des problèmes imaginaires,
je pense qu'on passe à côté de la réalité. Alors que quand on confronte notre problème au client, là, on a de la vraie data. On sait que les gens, ce qui les dérange, c'est ça, ça et ça. Donc, la solution qu'il faut apporter, tu la connais. Tant que tu es dans ton petit ordi à travailler, à construire quelque chose et que tu le confrontes pas au marché, à 90% des chances, tu te trompes. Tu as quelques exceptions de personnes qui ont développé quelque chose un peu dans leur coin et qui a fonctionné, mais ça reste l'exception. La règle, c'est vraiment des gens qui ont confronté leur idée au marché. D'accord, ok, ok. Ça marche. Une fois que tu as l'idée, que tu lances ton MVP et ça marche un peu, donc tu fais tes premières ventes, c'est quoi l'étape, la prochaine étape? C'est d'écouter le marché, de voir ce que les gens veulent pour améliorer le produit. Donc là, on fait une roadmap de développement produit ou de service, en tout cas d'amélioration du service qui est moche et pourri. En fait, il faut se rendre compte qu'on met à disposition du client quelque chose de moche et pourri. Donc il faut être très indulgent, être très gentil, rembourser le client s'il n'est pas content, demander ses conseils comme si c'était vraiment le sage, la personne la plus importante du monde et l'écouter très patiemment. Et donc, c'est vraiment cette relation client pour moi qui est un peu la première chose à construire quand on lance un produit. Ensuite, évidemment, on va se heurter avec des difficultés. Typiquement, les clients vont nous demander parfois des choses. S'ils sont tous unanimes à demander quelque chose qui demande beaucoup d'argent, ben, il va falloir chercher des financements, évidemment. Donc, on ne peut pas forcément faire des choses qu'en bricolant. À un moment, il faut faire un vrai produit, un vrai service. Ouais. Et donc là, il faut investir. Mais ce qui est intéressant, c'est que quand tu as déjà vendu quelque chose de moche et que tu vas voir l'investisseur, tu lui dis le truc il est tellement moche et j'ai réussi à le vendre. Donc si je fais un truc plus beau, ça va cartonner, il va te croire. Il va te croire beaucoup plus facilement que de dire je vais faire un truc beau et je vais essayer de le vendre. Il va te dire c'était rigolo, mais comment tu es sûr que tu vas le vendre que ça va se vendre. Donc là, tu auras vraiment une vraie base pour convaincre des investisseurs pour avoir des financements. Ok, intéressant. Ok, ça marche. Donc après avoir lancé ton MVP, tu essaies de trouver le produit market fit. Là, on parle de produit market fit. Exactement. Et une fois que tu as trouvé que tout est bon, c'est quoi la prochaine étape? C'est les financements. En fait, pour avoir le product market fit, parfois, tu as besoin de financement pour améliorer ton produit. D'accord. En fait, pour moi, l'étape, c'est d'améliorer le produit ou le service. Donc, une fois qu'on a fait un MVP tout moche, Ok. il faut qu'il arrête d'être moche pour qu'il attire plus de personnes. Donc, au début, quand il est moche, il attire que vraiment les early adopters, les personnes qui sont un peu trop courageuses, trop téméraires pour se jeter dans quelque chose de nouveau. Ensuite, il faut le rendre un peu beau. Et pour le rendre un peu beau, parfois, on a besoin de financement. Donc, j'ai parlé de financement juste dans le cas où on a vraiment, à ce moment-là, on a besoin d'améliorer le produit et qu'on n'a pas tous les moyens pour le faire, ou le service. Mais si on a tous les moyens de le faire, on peut le faire tout seul, sans forcément de financement. Mais la plupart des startups sont ambitieuses. Donc, quand elles sont ambitieuses, elles ont parfois besoin d'un produit intéressant, ils ont donc besoin de financement. En parlant de financement, Youssef, la plupart des... Enfin, je sais pas si c'est vraiment la plupart, où il y a beaucoup de personnes, quand elles veulent se lancer ou lancer un business, le premier obstacle qu'ils ont dans leur tête et qu'ils imaginent, c'est le financement. C'est d'avoir un capital, un gros capital. Est-ce que tu penses que c'est un vrai problème ou c'est juste dans leur tête? Ça dépend du produit qu'ils veulent lancer. S'ils veulent lancer un avion ou une fusée, ben, évidemment que le capital serait très intéressant. Ça, c'est sûr. Mais pour la plupart des projets, on peut quand même avoir un MVP pour pas très cher. Vraiment pour quelques centaines d'euros, on peut avoir quelque chose de moche et méchant qui fonctionne pour faire sa première vente. Après, pour avoir un produit vraiment beau, qui commence à être concurrentiel sur le marché, parfois on a besoin de financement. Mais en fait, si on a fait prouver par A plus B que ce produit se vendra bien, avec la méthode qu'on a un peu développée au début, ben, il y a plein de gens en face qui ont beaucoup d'argent et qui aimeraient bien le rentabiliser. Donc clairement, le plus difficile, c'est pas de trouver les financements, c'est de trouver le produit qui attirerait les financements. Donc en fait, c'est pas forcément ton argent à toi qu'il faut mettre. Donc tu peux mettre une partie pour commencer, pour prouver que ça fonctionne. Après, la plupart des startups lèvent des fonds, lèvent des subventions, lèvent des prêts pour accélérer. Ok, mais il y a beaucoup de gens qui se disent, moi, je veux pas lever des fonds, je veux garder une grande partie de ma boîte. Oui. Est-ce que tu es d'accord avec cette idée ou... Ben, ça s'appelle du bootstrapping. Il y a beaucoup de beaux projets bootstrappés. Ça reste quand même l'exception pour les projets très ambitieux. En fait, il y a des projets qui fonctionnent bien, qui font plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires, mais qui restent des projets humains qui sont bootstrappés, qui commencent, c'est-à-dire avec un petit budget, puis avec les revenus générés, continuer à grandir jusqu'à devenir une grosse boîte sans complètement lever des fonds. Ça existe. Mais disons que si on voit le marché des startups, on va voir que tous les Uber, Airbnb, en France Blablacar, tout ça, c'est des startups qui ont levé des fonds et qui ont grandi vite
Ok. qu'ils ont levé des fonds en partie. Ok. Donc c'est mieux, dans certains cas, c'est mieux de lever des fonds et dans d'autres, il est préférable de juste bootstrapper, de réinvestir l'argent que tu gagnes, que tu, Bah, si tu es développeur et que tu développes ton propre SaaS et que tu n'as pas beaucoup de frais de structure, je vois pas l'intérêt d'aller forcément lever des fonds. Euh, Si tu vends, je sais pas, 1000 € de vente et que tu les réinvestis en pub, ça peut être suffisant pour commencer doucement. On n'est Ok. pas obligé d'aller vite. Donc, lever des fonds, c'est surtout pour aller vite et c'est pour des projets qui structurellement ont besoin de fonds. Mais évidemment, si tu fais un SaaS, ça n'a pas forcément structurellement besoin de fonds, sauf si tu délègues le développement et que tu as besoin de développeurs qui coûtent cher. Donc, une solution, si on veut pas lever de fonds, c'est par exemple de trouver un associé. Mais ça revient un peu au même. Parce que imagine, tu as une boîte, tu as un associé, par exemple, tu lui donnes 20% de la boîte, cet Mhm. associé qui est développeur. Ben, en fait, tu aurais pu lever, je sais pas, 100 000 € et donner 20% de ta boîte et recruter un développeur. Donc, le fait de donner des pourcentages de ta boîte, que ce soit un associé ou un Investisseur. financeur, un investisseur, ben, c'est un choix à avoir. Donc, si c'est quelque chose de très stratégique, tu vas passer toute ta vie à développer, ben, tu as envie d'avoir un associé qui sait développer. Mais si tu te dis, je vais juste développer un truc pour commencer, après, j'aurai plus de développeurs, et du coup, j'aurai besoin d'argent, par contre, on fait de la pub pour faire autre chose, ben là, ça a plus d'intérêt de trouver un financeur. Voilà. Ok, donc il y a vraiment, il y a pas vraiment une bonne réponse, c'est-à-dire oui ou non, ça dépend des cas. Ça dépend vraiment de chacun. C'est du cas par cas. D'accord. Et en parlant d'associés, alors je sais que toi, avec Meeting Class, tu l'as cofondé avec un associé, un Mhm. développeur. Quand tu t'es lancé, est-ce que tu avais déjà l'idée que tu devrais avoir un associé ou c'est après que tu t'en es rendu compte? Je l'ai eu très rapidement. En fait, je cherchais des associés en parallèle d'essayer de faire marcher le business. Et en fait, il ne faut pas arrêter le business pour aller chercher des associés parce que des associés, ça va aider, mais ça ne va pas faire le business à sa place. Donc, en fait, je cherchais un CTO. J'ai dû en rencontrer une dizaine. Donc, un CTO, c'est quelqu'un qui est calé en développement informatique et qui est calé en lancement de produits. Donc, qui n'est pas juste dans le code, qui comprend aussi l'architecture, voilà, qui pourra diriger un produit. Ok. Et du coup, j'ai eu la chance de trouver le meilleur de ces 10-là qui était disponible à ce moment-là et qui m'a rejoint. Mais du coup, je me rappelle, j'avais posé la question à plein de gens comment trouver un CTO. Et en fait, il n'y a pas de réponse. Il faut juste en parler le plus souvent possible, un peu comme on essaie de vendre quelque chose. Il faut. Tu es dans une soirée, dans un dîner, dans une rencontre, tu dis hé les gars, la famille, je suis en train de chercher un CTO, est-ce que vous connaissez quelqu'un? Et de fil en aiguille, quelqu'un vous fait rencontrer. En même temps, tu vas sur LinkedIn, tu mets un post et tu dis à tes copains de commenter pour qu'il soit viral pour leurs copains. Tu vas sur, je sais pas, Google, tu cherches des événements de rencontres de développeurs, tu essaies de t'y greffer au cas où tu rencontres un développeur. Donc en fait, tu dois brainstormer plein d'idées en fonction du profil de l'associé que tu as envie d'avoir, et tu cherches. Il y a des gens qui ont des connaissances qui sont leurs associés, des gens qui connaissent pas. Donc dans mon cas, je le connaissais pas. J'avais pas de connaissances qui pouvaient avoir ce poste-là, donc j'ai cherché vraiment le plus loin possible jusqu'à ce que je rencontre Arnaud en ligne. Voilà. En Donc, ligne? en ligne. Comment est-ce que tu l'as rencontré? C'était un événement de rencontre CEO, CTO. Donc, Ok. c'était Ah vraiment ouais. fait pour ça. Mais ce qui s'est passé, c'est que j'ai vu la liste des gens, des participants, Ouais. et je les ai un peu cherchés un à un sur LinkedIn, et j'ai trouvé Arnaud, et je lui ai envoyé un message, et on s'est rencontrés. On n'est jamais allé dans cet événement de CEO, CTO. Ok. Donc, on a pris un café ensemble, et Ah d'accord. le courant est passé. Donc finalement, vous vous êtes pas rencontrés à cet événement. Non, non. Donc, j'ai un peu bypassé l'événement. Bon, c'est vrai que c'était pas sympa pour les créateurs, mais je l'ai trouvé en ligne et ils ont mis toutes les informations. Ouais. Donc, ils ont mis le prénom, le poste, ils ont mis 2-3 trucs qui m'ont permis de retrouver Arnaud sur LinkedIn. Son contact. Et donc, vu qu'on s'est mis d'accord, on n'a pas vu l'intérêt d'aller à l'événement. C'était un événement gratuit, hein, Ok. c'était du bénévolat. Donc, je pense qu'ils ont atteint leur objectif Ah, c'est bien. sans forcément qu'on aille sur place. Tu m'avais dit que tu voulais avoir un associé assez rapidement. Qu'est-ce qui t'a poussé à vouloir un associé? En fait, quand j'ai commencé Meeting Class et que j'ai eu mes premiers élèves, j'ai senti que c'est impossible de gérer ces élèves-là sans plateforme. Donc, je me suis dit qu'une plateforme aurait une énorme valeur ajoutée pour les profs
et pour les élèves qui cherchent des cours. Donc je me suis dit, c'est un peu à la Doctolib. Le médecin, il a un outil de gestion qui l'aide vraiment à tout faire, et en même temps, ça donne de la visibilité pour que les clients puissent choisir le créneau qui les arrange. Donc je me suis dit que dans le soutien scolaire, on peut avoir la même chose. Il n'y a aucune raison de ne pas avoir la même chose. Donc je me suis dit, c'est une boîte technologique que j'ai envie de construire. Et vu que ça fonctionnait sur Le Bon Coin, voilà, que c'était déjà en ligne, donc je me suis dit, avec une plateforme, ça aurait été mieux. Donc on a fait une plateforme minimaliste, MVP, juste formulaire d'inscription et paiement. Et ça fonctionnait pas forcément parce que les paiements, on les permettait en direct. Donc il y avait les élèves qui payaient directement les profs. Parce qu'au début, on ne nous faisait pas confiance. Le site, il n'était pas justement suffisamment beau pour que les gens leur fassent confiance. Mais on faisait quand même 2 000 € par mois de chiffre d'affaires avant même que je rencontre Arnaud. Donc avant que le tout début, j'avais juste ma landing page. Et c'est toi qui l'avais créé? Oui, c'est moi qui l'avais créé. C'était pas du tout un beau site. Hein. C'était un site vitrine. À l'époque, on ne pouvait pas faire des sites aussi beaux avec du no-code. Donc c'était un site vitrine, un formulaire. Et avec ça, je faisais 2 000 € par mois de chiffre d'affaires. Et donc ça aussi, c'était important de donner cet argument à Arnaud, parce que mon cofondateur, il était... en fait, à l'époque, les CTO, c'était la chose la plus rare qui existait. Tout le monde voulait des CTO. Okay. Donc Arnaud avait rencontré plein de gens avec des projets qui lui vendaient des projets. Donc lui aussi, il m'a choisi. C'est pas que moi qui l'ai choisi. Parce que je faisais déjà 2 000 € de chiffre d'affaires avec peu de moyens. Donc lui, il était assez sensibilisé au fait que l'entrepreneuriat, c'est pas des beaux projets, c'est pas des projets sexy, c'est du chiffre d'affaires. Donc quand il a vu que je faisais du chiffre d'affaires et que j'avançais même seul, même sans lui, il se disait qu'avec moi, ça va être encore mieux. Donc il est rentré dans le projet. Ok. Donc disons que c'est comme un investisseur que tu devrais convaincre. Exactement. Plus il a un meilleur profil, plus il faut le convaincre et plus il va falloir faire du chiffre d'affaires avant. Ouais. Si tu prends quelqu'un de débutant, ça va être probablement plus facile, mais il y a aussi moins de chances que ça fonctionne. Donc plus tu as des top stars dans tes équipes, plus ça va être mieux. Et pour avoir ces top stars-là, il faut les convaincre. Ok, intéressant. D'accord. Donc, donc tu as trouvé l'idée, tu as lancé ton MVP, tu as choisi si tu allais faire tout seul ou avec un associé. Tu as commencé à vendre. Là, tu dois scaler. Tu dois accélérer ton projet. Que faire? Alors, justement, là vient la question de comment financer le projet. Donc on avait plein de choses à faire. La première solution, c'est les financements. Pour nous, je ne dis pas que c'est une première solution pour tout le monde, mais dans notre cas... Vous, c'est-à-dire pour Meeting Class. Pour Meeting Class. Nous, on a vu qu'il y avait plein de choses à faire. Je passais mes journées à répondre au téléphone pour du service client, donc je me suis dit qu'il nous faut quelqu'un en service client. Mais en même temps, on réinvestissait tout le chiffre d'affaires, donc je n'avais pas de budget pour recruter quelqu'un au service client. Donc c'est là où c'est la première fois que j'ai commencé à chercher des financements. Je me suis dit, donc voilà, comment faire. Une fois, tu cherches des financements, une fois tu sens tu ressens le besoin. En fait, tu sais exactement ce que tu vas faire de l'argent. Ok. Et quand tu le dis à un investisseur, tu le rassures très vite parce que tu sais exactement où tu vas le mettre. Tu dis pas donne-moi de l'argent et je verrai. Tu sais que il me manque telle somme pour faire ça, ça et ça. Okay. Et c'est évident parce qu'aujourd'hui je le fais déjà, on le fait déjà, mais on bricole. Donc pour le faire bien, il faut des fonds. Il faut recruter quelqu'un qui s'occupe de ça. Il faut payer telle publicité parce que j'ai testé avec un petit budget, ça a fonctionné. Du coup, il me faut un plus gros budget. Donc voilà, il faut vraiment des arguments concrets pour convaincre des investisseurs. Ok, parfait. Donc j'ai mon MVP, j'ai mes premières ventes. Je veux lever des fonds. Qu'est-ce que je fais? Où est-ce que je vais? À qui je parle? Très bonne question. Alors, je vais donner une réponse adaptée à la France, parce que la France est un des pays où c'est le plus facile de lever des fonds quand on vient de commencer une start-up. Pourquoi? En fait, beaucoup de gens croient que, effectivement, il y a beaucoup de taxes en France, donc beaucoup de gens croient que c'est difficile d'avoir de l'argent, alors que c'est le contraire. Vu qu'il y a beaucoup de taxes, il y a beaucoup d'aides. Donc, typiquement, il y a la BPI qui donne des subventions, donc ça, on peut l'avoir vraiment très vite au début. Qui vont jusqu'à 30 000 €, je pense. Je ne sais pas si c'est toujours le cas, en tout cas c'était le cas il y a quelques années. Et donc, il faut mettre de l'argent dans la boîte, donc il faut mettre l'équivalent de ce qu'ils donnent, donc, mais pas forcément en capital. C'est-à-dire qu'on peut prêter à la boîte. Okay. En fait, il faut montrer que c'est un vrai projet sur lequel on met vraiment nos fonds. Ça s'appelait à l'époque la bourse French Tech, je ne sais pas si ça s'appelle comme ça encore. Okay. Donc, première étape, bourse French Tech chez la BPI. Deuxième étape, il y a des prêts d'honneur. Donc, en Ile-de-France, il y a Wilco. WILCO. Et dans tous les départements de France, je pense, en tout cas les gros départements de France, il y a Réseau Entreprendre. C'est toujours d'actualité? C'est toujours d'actualité, a priori. Donc ces associations-là, elles prêtent à taux zéro et c'est des prêts d'honneur.
C'est-à-dire que si tu fais faillite, ils te pardonnent, Ok. ce qui est un beau cadeau. Si tu fais pas faillite, tu rembourses. Et qu'est-ce qui leur garantit que tu ne vas pas prendre l'argent et faire autre chose avec? Bah, tu signes, ils te pardonnent pas si tu fais autre chose avec. Non, mais comment ils sauront? Normalement, en fait, tu leur envoies des suivis Les factures, etc. Non, en fait, ils suivent ta startup, ils voient comment elle augmente. Ok. Après, tu t'engages, tu signes que tu vas verser l'argent à la startup. Donc, une fois que tu reçois l'argent, tu le mets tout de suite dans la startup. Ça, c'est sûr. Ils te prêtent en prêt en nom propre, mais tu le mets dans ta startup et tu travailles avec et tu rembourses. Après, évidemment, tu as des clauses qui font que si tu fais n'importe quoi, ils sont capables de te demander de rembourser l'argent. Voilà, donc ils font un suivi quand même. Voilà, si tu leur dis que j'ai fait faillite, ils vont probablement mettre leur nez. Nous, on a remboursé. Donc, on a eu la chance de rembourser Réseau Entreprendre et Wilco complètement. Okay. Donc, donc tu as profité de ces offres aussi? Oui, bien sûr. Okay. Au début de Meeting Class, on a eu les prêts d'honneur de Wilco et de Réseau Entreprendre. Combien tu avais Réseau Entreprendre, c'était 35 000 € et Wilco, c'était 90 000 €. Après, je sais que les montants changent avec le département, le temps où vous êtes, etc. Et le type de projet, je me rappelle à l'époque, les projets très technologiques, c'était 150 000 € chez Wilco. Donc vraiment, ça dépend de beaucoup de choses. Et c'est difficile à avoir. Hein. Je ne dis pas que c'est facile, c'est des concours, c'est une sorte de concours. Mais ce qu'il faut se dire, c'est qu'il faut tenter son coup plusieurs fois. Par exemple, Wilco, on ne l'a pas eu la première fois. En fait, Wilco, ils organisent tous les 6 mois une sélection. Donc, la première fois, on a postulé. On n'a pas eu. J'ai changé de catégorie parce qu'il y avait des catégories qui s'empiétaient. Donc, j'ai pu postuler dans une autre catégorie. 6 mois après, je l'ai eu. Donc, il faut se dire que c'est des financements. La bourse French Tech, si vous ne l'avez pas à Paris, vous pouvez imaginer relancer une autre boîte dans une autre ville et avoir la bourse French Tech dans cette ville-là. Donc, c'est des hacks. Je ne sais pas si c'est complètement l'esprit de la BPI ou de Wilco ou de Réseau Entreprendre, mais en tout cas, vous, rien ne vous empêche de réessayer le maximum de fois tant que c'est possible. D'accord. Okay. Donc ça, c'est de l'argent facile à obtenir, qui ne demande même pas que vous donniez des actions de votre boîte, de vous diluer, comme on dit dans l'investissement. Donc, vous pouvez avoir la BPI, la bourse French Tech, Wilco et Réseau Entreprendre sans donner aucune action de votre boîte. Et nous, c'était comme ça qu'on a pu recruter nos premiers stagiaires, nos premiers salariés ensuite. Donc, on a pu recruter nos stagiaires de fin d'études pour devenir nos premiers salariés. Donc on a pu vraiment financer nos premiers recrutements. Okay. Et c'est un peu des cases nécessaires à cocher si on veut chercher d'autres investisseurs. Parce que les investisseurs, ils vont voir que c'est sérieux. L'État t'a fait confiance, Réseau Entreprendre t'a fait confiance, Wilco t'a fait confiance. Ils vont dire, c'est un projet sérieux. Donc, il va se dire, moi aussi, il a réussi à trouver 100 000 € sans investisseur. Donc, moi, je peux aussi entrer en tant que business angel, par exemple. Et donc après, voilà, si on a envie de passer à autre chose, c'est là où il faut chercher des vrais fonds, donc des business angels ou des fonds d'investissement. Et où est-ce qu'on cherche ces vrais fonds? Alors, les business angels, c'est plus facile parce qu'il y a des réseaux de business angels. Donc soit tu connais quelqu'un qui aimerait investir, donc ça s'appelle du love money. Ils appellent ça les 3 F, family, friends and fools. Donc la famille, les amis et les fous qui sont prêts à investir chez toi quand tu commences. Donc ça, c'est un peu le plus facile. Ensuite, il y a des réseaux de business angels. Donc, on peut aller postuler chez plein de réseaux de business angels. En France, il y en a des dizaines, voire des centaines. Ils ont plein de dossiers. Donc, ça vaut le coup d'avoir déjà levé un peu de fonds chez des FFF avant d'aller chez eux. Donc, personnellement, pour Meeting Class, c'était un peu le mélange des deux. On s'est mis en relation avec un club de business angels via une connaissance, donc qui nous a mis en relation avec eux, donc notre dossier est passé un peu plus vite. Et c'était aussi un concours de start-up qu'on avait gagné. Et dans le jury de ce concours, il y avait un PDG d'une grosse boîte du CAC 40 qui m'a appelé ensuite, qui m'a dit « Youssef, ton projet, j'adore. Je pense qu'il y aura un fit entre nous deux, ça passe. Est-ce que je peux investir sur ton projet ?» Et j'étais très content, je lui ai dit avec plaisir. Donc c'était le premier investisseur. Et c'était important de l'avoir parce que je l'ai un peu utilisé pour aller chercher d'autres personnes. J'ai dit, telle personne va investir, donc j'ai juste besoin de compléter le montant de la levée. Et ça m'a aidé vraiment à trouver deuxième, troisième, quatrième personne. Donc le plus difficile, c'est le premier. Quand on convainc le premier, on peut vraiment avoir un vrai argument pour convaincre d'autres personnes. Je sais que nos auditeurs, ils aiment beaucoup les chiffres. Combien il a investi ce premier? Il a investi 20 000 € à peu près. 20 000 €, oui. Donc, moi, j'étais très ambitieux quand il a dit qu'il allait investir. J'ai dit au téléphone, super, j'ai besoin de 300 000 €, est-ce que tu peux investir? Il a rigolé, il m'a dit, Youssef,
C'est juste un petit ticket, je vais mettre, donc je vais mettre 20 000 euros, et c'est déjà beaucoup. Donc il m'a mis 20 000, et du coup, je suis allé voir le réseau de Business Angel. Je leur ai montré cette personne-là pour leur dire qu'il investit. Et puis, donc le réseau de Business Angel, j'ai passé vraiment plein de pitch devant plein de Business Angel, dont certains ont accepté d'investir. Et un matin, je suis passé sur BFM Business. Donc ça, c'est un peu le passage obligé de tous les start-upers. C'est facile d'avoir un interview sur BFM Business. C'est plus facile que sur TF1 ou sur France 2. Et donc, c'était à 7 h du matin. Je passais à 7 h du matin. C'était la radio, ça fonctionnait bien. Et un start-upper m'a écouté, un start-upper qui avait réussi, qui avait déjà vendu sa boîte. Et il a aussi rejoint ces Business Angels-là, mais il a été encore plus sympa. Il m'a dit, Youssef, je connais plein de Business Angels qui pourraient être aussi intéressés. Viens. J'organise un dîner et tu pitches devant eux et ceux qui sont intéressés, ils nous rejoignent. Et donc lui aussi m'a rapporté plein d'investisseurs et on a fait notre première levée de fonds d'à peu près 200 000 euros en 2018 grâce à une vingtaine de personnes à peu près. Donc c'était un ticket moyen de 10 000 euros. Donc 20 personnes, 20 business angels ont rejoint Meeting Class à ce moment-là. Donc au total, tu avais levé combien? 200 000 euros. 200 000 euros. Ok. Et je sais aussi que tu es passé sur Qui veut être mon associé. C'était avant ou après avoir levé? Non, bien après. Donc, j'ai levé 200 000 euros avec ces business angels. Pendant le Covid, on a fait une sorte de bridge avec les mêmes business angels, mais on a eu d'autres business angels qui nous ont rejoints. Donc, on a levé 350 000 euros la deuxième fois. C'est toi qui les avais cherchés ou c'est... C'était principalement les mêmes business angels. En fait, on faisait une belle croissance. Et du coup, plein de gens ont voulu réinvestir et ils en ont parlé avec leurs copains. Et du coup, on a eu une levée assez facile à organiser finalement, parce que le même club de Business Angel a rapporté beaucoup plus de personnes qui étaient dans le même club et plus les réinvestissements des gens dans Meeting Class. Donc à l'époque, on faisait vraiment une belle croissance. Et 2021, je pense que c'est là où on a fait le tournage de M6. Et à ce moment-là, je cherchais à lever beaucoup de fonds. Donc je discutais avec des fonds d'investissement pour lever au moins 1,5 million. Donc c'est à ce moment-là où je suis passé sur Qui va être mon associé et j'ai donné sur Qui va être mon associé la même valorisation que je donnais à ces fonds-là. Donc j'étais en négociation avec des fonds, rien de signé, et je passe sur Qui va être mon associé. Ils me font une proposition, je la refuse pas parce que je veux faire le buzz, mais vraiment parce que j'étais en négociation avec d'autres fonds donc j'aurais dit c'est la valo que je vous ai donnée ou rien. Donc j'avais refusé 600 000 euros de ces business angels qui étaient le jury de Qui va être mon associé sur M6. Combien pour 5? Et moi, j'ai proposé 5%, non, c'était 5% pour 300 000 euros, et eux, ils ont proposé 7%. Et à la 300 000 euros. Pour 300 000 euros. Et ensuite, j'ai dit 6%, ils ont dit non, et on n'a pas trouvé d'accord, et je suis parti. Et c'était très difficile parce qu'après, t'imagines, on les a pas levés tout de suite. Le premier fonds avec qui j'étais en contact a décliné, il est parti. Donc on a dû recommencer dès le départ. On a trouvé un fonds finalement qui a accepté d'investir, mais finalement c'est un corporate qui a investi et donc on est parti avec un gros corporate qui a investi chez Meeting. Il a investi combien? Il a investi au total plus de 2,5 millions. Ça marche. Donc disons pour quelqu'un qui nous écoute et qui veut lever des fonds, donne-nous un petit peu comment il peut faire d'une façon très simple. Donc d'abord il faut qu'il trouve une façon de vivre, parce que si on lance un projet, il faut continuer de manger, de payer son loyer, de faire les choses qu'on faisait avant. Et donc, le plus gros financeur des startups en France, c'est Pôle emploi. Ça s'appelle France Travail aujourd'hui. Donc, France Travail, c'est le fait de maintenir un niveau de vie convenable. Donc, si moi, j'avais pas Pôle emploi à l'époque, je pense pas que j'aurais pu lancer ce projet. Parce que je me suis pas payé pendant 2 ans. Donc, c'était que Pôle emploi qui me payait. Heureusement, Pôle emploi a prévu le fait que si on veut lancer une boîte, c'est inclus dans les trucs. Il faut juste faire un PV où on s'engage à pas se rémunérer dans sa boîte. Donc c'était bon parce que je voulais pas me rémunérer dans ma boîte, je voulais tout réinvestir. Donc on se rémunérait pas. Pendant 2 ans, tu ne te rémunérais pas? Je me rémunérais pas avec la boîte, mais j'ai eu le chômage. Donc j'ai touché le chômage pendant 2 ans. Et sans ça, donc pour moi c'est le plus gros financeur, c'est le plus facile à avoir parce que c'est automatique quand on sort d'une boîte et qu'on lance sa startup. En tout cas si on fait bien les choses. Donc c'est facile à avoir. Donc en France, d'abord France Travail. Ensuite, la BPI, on demande la bourse French Tech. Ensuite, les prêts d'honneur. Ensuite, premier business angel. Les premiers business angels, on essaie de trouver Family, Friends and Fools. Ensuite, premier business angel. Il y en a qui sautent l'étape business angel et Family and Fools et ils passent directement dans des fonds quand le projet il fait une énorme croissance dès le début. Ça peut arriver. Les fonds, ils veulent vraiment beaucoup de croissance.
Donc, si vous avez une énorme croissance dès le début, vous pouvez sauter l'étape Business Angel. Et quand vous levez des fonds, là, vous pouvez revenir à la BPI. La BPI, elle fait des prêts à taux zéro aussi parfois, qui dépendent de combien tu as levé. Donc, parfois, quand tu as levé beaucoup d'argent, ben, tu peux aussi demander un prêt à taux zéro chez la BPI. Donc, ce qu'on a fait aussi à un moment D'accord. de notre développement. Ok, ça marche. Parfait. Une fois les fonds levés, l'objectif, c'est de dupliquer les résultats qu'on a, c'est de scaler, c'est d'agrandir l'équipe. Explique-nous comment ça marche après. Une fois que tu as les fonds, qu'est-ce que tu fais directement pour scaler ta startup? Alors, l'idée, c'est de savoir exactement ce que tu vas faire avant d'avoir les fonds. Bien sûr. Parce que sinon, ils ne te donnent pas les fonds. Tu peux même pas investir si tu n'as pas une idée claire. Exactement. Tu peux même pas lever, pardon. Tu peux pas lever des fonds si tu n'as pas de business plan. Ouais. Et en fait, il faut avoir des hypothèses claires pour convaincre les autres, mais aussi pour savoir ce qu'il faut faire. Donc, c'est intéressant de faire cet exercice, de se dire, par exemple, j'ai investi 1 000 € en publicité et j'ai eu 10 clients. Donc, si j'investis 10 000, j'en aurai 100. Si j'investis 100 000, j'en aurai 1 000. C'est évidemment des hypothèses qui sont pas... C'est linéaire comme ça? C'est pas tout à fait linéaire, mais c'est quand même des hypothèses qui sont entendables. On ne dit pas que tu as sorti de ton chapeau que tu auras 1 000 élèves. Ok. Tu dis, j'ai testé que j'ai eu 10 avec 1 000, donc en mettant 100 000, j'aurais peut-être... J'aurais probablement... voilà. C'est pour ça qu'un investissement, c'est toujours risqué, parce que cet argument-là, il peut passer chez un investisseur, mais il peut vraiment mettre 100 000 et ne pas avoir 1 000 élèves. C'est évident. Ouais. Mais au moins, on se dit qu'il a testé des trucs, il a fait une pub, il est passé de... Quand il a mis 100 €, il a eu 1 élève, super, il était content. Il a mis 1 000 €, il a eu 10 élèves. Bon, il peut se dire que je vais lever, mettre 10 000 pour avoir 100 élèves. Donc ça, ce n'est pas déconnant. Si tu vois un investisseur qui lui dit ça, il peut dire... oui, je peux te donner les 10 000 € pour faire ça. C'est logique. Voilà, c'est logique. Tu ne parles pas sans connaissance de cause. Exactement. Et donc, le plus important pour scaler, c'est d'avoir des hypothèses comme ça. C'est de se dire, là, j'ai un produit qui fonctionne, un service qui fonctionne pour tel nombre de personnes. Si je multiplie le nombre par 10, qu'est-ce qui arrive? Donc, les revenus, tout ça. Donc, c'est un peu la base du business plan. Et 2, combien ça coûte? Donc, je vais investir 10 fois plus ou juste 2 fois plus. Donc, ça, c'est des sujets. Donc, généralement, ce qui se passe, c'est qu'on investit 2 fois plus dans tout ce qui est variable, donc publicité, etc. Okay. Mais on ne devrait pas investir 2 fois plus dans tout ce qui est fixe. La plateforme, normalement, elle est là, elle devrait être capable de gérer plus de personnes. Et c'est là où ça devient intéressant d'investir, c'est qu'on se dit, je vais mettre de l'argent juste pour les frais variables, mais les frais fixes, en fait, ils sont amortis. C'est un peu un gain qui est déjà là, qui est construit, on a construit quelque chose, et donc on va juste financer le variable. Alors, dans les frais fixes, tu parles aussi des salaires? Oui, donc en gros, que tu aies une personne, un client ou 1000 clients, si tu as déjà un salarié, ben, tu auras déjà le salarié. Bon, il faut voir s'il y a des salariés variables. Parfois, il y a des commerciaux, par exemple, voilà. pour grandir ton business. Donc, il faut voir à quel point le variable et le fixe, est-ce qu'il y a 80% de variable et 20% de fixe, ou 80% de fixe et 20% de variable. Et la plupart des startups scalables, c'est plutôt beaucoup de fixe. En fait, oui, c'est vrai. C'est-à-dire qu'on a un produit qui est super, donc le fixe, il est là. Donc le variable, quand on le grandit, c'est facile de grandir et de scaler. Alors qu'une agence de communication, par exemple, elle va avoir très peu de frais fixes, mais beaucoup de frais variables. En fait, elle va avoir 90% de frais variables parce que pour avoir un deuxième client, il faut un deuxième commercial. Et pour avoir 100 clients, il faut 10 commerciaux. Donc, à chaque fois qu'elle veut grandir, elle est obligée d'avoir des commerciaux, mais aussi les commerciaux, il faut que les gens qui vont produire la com. Donc, il faut des marketeurs, des gens de la com. Exactement. Donc, en fait, si ça se trouve, elle fera jamais de bénéfice parce que si elle fait 10 000 € et que ça lui coûte 10 000, quand elle fera 100 000 € de chiffre d'affaires, ça va lui coûter 100 000. Donc, elle aura jamais de bénéfice. Alors que dans le cas d'une startup, au début, ça lui coûte 500 000 et ça lui rapporte que 10 000. Mais ce 10 000 là, il n'arrête pas de grandir et les 500 000, ils grandissent pas forcément. Mais oui, et c'est là où c'est intéressant. C'est ce qui fait la différence entre un business physique et une startup. Donc un business physique, pour scaler, il y a beaucoup de charges qui vont avec. Après une startup, tu peux scaler, faire un x10 en doublant les charges. Tu vois. Exactement. En fait, c'est d'avoir une plateforme, un service, un produit qui finalement a beaucoup de marge. Et ce qui fait que quand on arrive si on a un gros volume, à dépasser les charges fixes. Elles disparaissent. Si on prenait les charges fixes d'un Airbnb, théoriquement,
elles sont beaucoup plus petites que les revenus. Donc finalement, ils investissent dans plein de choses, ils lancent de nouveaux pays, ils essaient vraiment d'utiliser quand même tout l'argent dans de nouvelles choses. Mais on va dire que la plateforme, elle est là, elle est fixe, et c'est ce qui est le plus sexy chez les investisseurs, c'est que c'est facile en fait. On met plus d'argent, on a plus de clients. Donc ça a l'air vraiment magique. Et c'est vraiment ce qui définit une belle startup. Ok, ça marche. Ok, donc j'aimerais bien que tu nous parles de ton cas. Qu'est-ce que tu avais fait à l'époque où tu avais levé des fonds, juste après? Comment est-ce que tu as décidé de scaler? Quelle stratégie tu avais adoptée? Comment tu pensais? La stratégie, je l'avais fait avant, justement, quand je faisais mon business plan. Oui. Donc, une fois que j'ai fait l'argent, j'ai juste respecté ma parole. J'ai dit que j'allais recruter tant de personnes, que j'allais mettre tant de budget publicité, que j'allais utiliser cet argent de telle façon, et je l'ai fait. Et comment tu avais utilisé ton argent à l'époque? Alors, pour simplifier, pour une marketplace, en général, tu as 50% de frais de personnel et 50% de frais de publicité. Évidemment, il y a des frais support à côté, mais qui sont minimes. Donc, pour résumer une levée de fonds, quand on va voir des investisseurs, dans mon cas, c'était 50%, c'est on va scaler la publicité et 50%, on va recruter plus de gens pour avoir un meilleur service. C'est ce qu'on avait fait. Donc ça, on l'avait prévu dans le business plan avec des hypothèses. D'ailleurs, c'est intéressant d'avoir un business plan convaincant pour les autres, mais même pour soi. On n'a pas parlé de business plan. C'est quoi un business plan? Alors, un business plan, c'est tout simplement pour vulgariser, je vais dire un Excel. C'est un document, mais je veux dire un Excel où on a les revenus, les charges sur plusieurs années et le bénéfice qui reste à la fin. D'accord. Et il faut prouver avec des hypothèses que ce revenu-là ou ce bénéfice-là, il va devenir positif avec le temps. Et du coup, on prouve qu'on a un business model fonctionnel, donc business plan pour prouver que le business model, il fonctionne, il marche. Et donc, le plus important dans un business plan, c'est d'avoir des hypothèses crédibles pour que quelqu'un nous croie et pour que nous-mêmes, on y croit. Donc, des hypothèses crédibles, c'est ce que je disais tout à l'heure, j'ai dépensé 1000, j'ai eu 10. Donc, si je dépense 10 000, j'en ai 100. Donc, ça, c'est une hypothèse que moi, je colorie en orange dans mon business plan. Ça veut dire qu'elle n'est pas rouge. C'est pas, parce que quand tu démarres et que tu mets je vais dépenser 1000 et j'aurai 10, c'est rouge. Mais quand tu auras mis tes 1000 et que tu dis que tu auras 10, tu le mets en vert. Tu dis, j'ai validé pour 1000, j'ai 10. Okay. Mais pour 10 000, est-ce que j'en ai 100? Ça, je le mets en orange parce que je ne sais pas encore. Mais je me dis que ce n'est pas déconnant. Du coup, j'avais un document avec plein de couleurs, avec plein d'hypothèses, avec plein de formules, où à chaque fois, je disais que je passais que je mettais 2 000 euros, 3 000 euros, 5 000 euros de pub et que ça augmentait, du coup, le nombre d'élèves que j'acquérais. En même temps, je suivais nos chiffres. Donc, il y avait des KPI, par exemple, de combien d'élèves se désinscrivaient, tel pourcentage tous les mois. Il y avait une saisonnalité. Donc, j'essayais d'avoir un maximum de chiffres pour avoir des hypothèses le plus crédibles possible sur mon business plan. D'accord. Donc, j'avais les inscriptions, les désinscriptions, les budgets, les coûts d'acquisition, combien de cours prenait un élève avant de partir. Donc, tout ça, ça permettait de construire un fichier solide avec des couleurs. Et j'arrivais à montrer à un investisseur, je lui disais, là, c'est orange, parce qu'on a dépensé 1000, on n'a pas dépensé 10 000. Donc, quand je dépenserai 10 000, ça deviendra vert. Mais le fait de dépenser 100 000, ça va encore rester orange. Donc, quand on a cette discussion-là avec un investisseur, il comprend que tu maîtrises tes chiffres et que tu maîtrises les certitudes et les incertitudes. Si tu dis à quelqu'un que tu comprends tout, que tu maîtrises tout, qu'il n'y a aucun risque, il va dire que tu es un arnaqueur. Quand on dit qu'il n'y a pas de risque dans une startup, c'est une arnaque. Ou dans un projet. Parce qu'il y a toujours du risque dans de l'entrepreneuriat. On peut toujours se tromper. On maîtrise une partie de ce qui se passe, mais beaucoup de choses, on ne maîtrise pas. Donc, il ne faut jamais être trop sûr de soi, mais quand même, il faut se dire, dans les hypothèses que j'ai 10 hypothèses, j'en ai 8 qui sont très bonnes, et 2 à vérifier, mais qui sont quand même, j'ai des signes que ça pourrait être bon. Et quand tu montres ça à un investisseur, il se dit, lui, il maîtrise son sujet, il comprend les difficultés, surtout si c'est un investisseur qui a lui-même été entrepreneur, donc il sait que c'est possible que ce soit très dur, c'est possible que ça ne fonctionne pas, mais il semble beaucoup mieux maîtrisé que quelqu'un d'autre qui dit, oui, ça marche, ou j'y crois pas, il donne aucune hypothèse. Voilà. Donc il se dit, lui, il sait où il va essayer, il sait ce qu'il va faire, et je peux l'aider, je peux l'accompagner pour y arriver. Ok. D'accord. Donc, le business plan se fait avant, bien sûr, la levée de fonds. Et on sait exactement ce qu'il faut faire pour scaler avant de lever des fonds. Bien sûr. Ok. Après, on peut changer de route, c'est-à-dire que ça nous a déjà arrivé de dire on va faire ça avec l'argent. On met un peu d'argent, ça ne fonctionne pas. On fait une réunion, on dit ça va pas fonctionner, donc il faut un nouveau plan. Et on change de plan pour faire autre chose, pour tester autre chose. Donc parfois, par exemple, typiquement, il y a des plafonds de verre. Donc les publicités sur Le Bon Coin,
ou les annonces sur Le Bon Coin, le plafond de verre, il est vite touché. C'est bien quand tu démarres pour avoir tes dizaines de premiers élèves, mais tu peux pas avoir des centaines d'élèves sur Le Bon Coin. C'est pas une énorme plateforme. Donc, on a vite arrêté de faire Le Bon Coin, même si on croyait qu'on allait scaler et faire plein de choses, faire plein d'annonces automatiques, blablabla. Déjà, Le Bon Coin, il nous bloquait à chaque fois. Donc, on faisait une bataille avec les modérateurs du Bon Coin. Et en plus, il y avait un plafond de verre. À un moment, on avait ces gens, il y a peut-être 3-4 appels par jour de gens qui venaient du Bon Coin et c'est fini. Donc, tu peux pas faire un business avec 3-4 demandes par jour. À un moment, il faut faire d'autres choses. Il faut aller faire de la publicité sur Google, sur Facebook, sur autre chose. Et du coup, ça, tu le découvres en avançant. Il y a peut-être un autre plafond de verre sur Facebook, sur Google. Si tu mets peut-être 1 000 euros, ça fonctionne. Mais à partir de 10 000, tu as touché tous les gens que Facebook cible bien. Donc, tu arrêtes d'avoir des coûts d'acquisition intéressants. Donc là, tu cherches d'autres plateformes, d'autres solutions. Okay. Et ça ne s'arrête jamais. En fait, on a des hypothèses, mais on sait très bien que ces hypothèses-là, on peut se tromper. Et c'est sûr que quand on a 10 hypothèses, il y en a une qu'on va la rater. C'est sûr. Donc, le business plan, disons qu'il est flexible. Il est arrêté, on sait où on va, mais en avançant, on l'ajuste. On l'ajuste. Okay. Et d'ailleurs, c'est une bonne pratique de le mettre à jour tous les mois. À la fin du mois, on prend notre business plan, on se dit alors, avec les KPI de ce mois-là, est-ce que j'y suis ou j'y suis pas? Et il faut le mettre à jour. Ok, intéressant, ça marche. C'est clair. Donc là, on a parlé de levée de fonds. Après, on a parlé de comment scaler. On a essayé de donner des exemples avec ta startup Missing Class. Donc, on scale. Jusqu'à quand? Quand est-ce qu'on se dit qu'on va faire un exit? Alors, c'est une très bonne question. Je pense qu'au moment où on lève des fonds, on sait qu'on va faire un exit. Parce que les investisseurs, ils ne font pas de l'humanitaire. Ils se disent qu'il faut faire un exit. Donc, la première chose qu'ils négocient, en général, c'est du coup comment on fait pour que je récupère mon argent. D'abord, c'est quoi un exit? C'est vendre sa boîte. Vendre sa boîte. Vendre sa boîte, soit à une entreprise externe, soit c'est toi qui rachètes les parts de ces business angels qui vont sortir s'ils font un exit. Soit tu as des entrées en bourse, des introductions en bourse, mais c'est plutôt rare. Ça arrive très, très peu. Okay. Ça arrive pour des très gros projets qui fonctionnent très bien. Mais du coup, la plupart des startups ciblent le fait de trouver un acheteur, quelqu'un qui a des synergies ou qui veut rentrer dans un nouveau marché et qui achète la startup en question. Ok, ça marche. Et donc, quand on a des investisseurs, en général, dans notre pacte d'associés, parce que quand on a des nouveaux actionnaires, on a un pacte d'associés. Dans ce pacte-là, on prévoit une sortie. Donc normalement, il faut y penser. Quand on y va avec un fonds ou avec un club de business angel bien structuré, ils ont déjà des modèles préfaits. Donc, par exemple, la plupart des contrats, c'est entre 5 et 10 ans. On dit, là, j'investis, donc dans 5, 7 ou 10 ans, vous devez me trouver une solution pour sortir. Donc, en général, ils disent il faut chercher réellement à trouver un acheteur, par exemple, en faisant des actions, en appelant une banque d'investissement ou quelqu'un qui va nous chercher un acheteur à notre place. Ok. Donc ça, c'est un peu la dernière étape et c'est ce qu'on souhaite à tous les start-upers qui réussissent. Même si parfois on a envie de garder son projet, mais au fond, si on a des investisseurs, c'est qu'il faut le vendre. Si vraiment vous aimez trop votre projet, allez-y doucement et rentrez pas des investisseurs. Parce que sinon, vous allez être un peu obligé de vendre si jamais vous ne pouvez pas acheter les parts de ces investisseurs-là. Ça peut fonctionner tellement que vous achetez des parts. J'ai vu un podcast du fondateur d'Odoo qui a super bien marché et qui a du coup racheté les parts de ces investisseurs. Mais il faut avoir beaucoup de succès pour le faire. Je crois qu'on a fait le tour un petit peu de A à Z, c'est-à-dire de la première étape, celle de trouver l'idée, de la tester, faire un MVP. On a parlé de l'associé, comment trouver un associé si on décide d'en avoir un, comment lever des fonds, comment accélérer et scaler sa startup, et à la fin, comment vendre sa startup et récupérer les fonds. Voilà, donc c'est ce qui est le but ultime quand on lance une startup. C'est magnifique. J'espère que nos amis ont passé un bon moment avec nous. J'espère qu'on leur a donné de la valeur. Vous nous direz dans les commentaires. N'hésitez pas à nous poser des questions. N'hésitez pas à nous dire de quoi vous voulez qu'on parle dans les prochains podcasts. Même si vous voulez qu'on parle d'une étape en particulier. Donc, vraiment, de réserver un épisode pour une seule étape, n'hésitez pas. On est là pour répondre à vos questions et à vous aider à avoir une vision plus claire sur le monde de l'entrepreneuriat.
Et voilà, je crois que c'est tout. Tu as un dernier mot, Youssef? Si vous voulez créer une startup, foncez et surtout rencontrer des gens qui ont déjà créé des startups. Ouais, C'est important. Donc, que ce soit via des podcasts ou ouais, via des gens que vous connaissez, essayez de passer du temps avec eux, prenez des cafés. Je pense que beaucoup d'entrepreneurs aiment bien raconter leurs histoires. ouais. Donc, prenez-en ce qui vous intéresse et lancez-vous. D'ailleurs, si je me suis lancé, c'est en grande partie grâce à des entrepreneurs qui m'ont raconté leurs histoires, clairement. Magnifique, magnifique. Bah, et en tout cas, merci beaucoup, Youssef. Merci Ali. On se voit dans le prochain épisode. Ça Merci marche. les amis. Allez, à bientôt. Au Ciao. revoir. Ciao, ciao.